On va tout de suite donner la parole à Bernard Miège. Et c'est comme hier, on continue sur les modules de 20 minutes plus 10 minutes de parole à la salle, questions et commentaires. Bernard? Oui, merci. Et en fait, mon intervention... C'est micro. Oui. Mon intervention s'inscrit dans la continuité, mais aussi en opposition, en différence avec ce qui a été fait hier, c'est-à-dire la présentation des filières industrielles. Aujourd'hui, je vais essayer à partir de ça, partant de ce point de vue, essayer de montrer quelles sont les principales stratégies transversales qui se sont développées au cours des dernières années, essentiellement des 5 dernières années, stratégies qui ont fait l'objet de travaux de l'ANR, culture et création. Au départ, 2 postulats dans ma présentation. Il y a une permanence relative, une robustesse des filières industrielles et créatives. On pourrait en discuter longuement, mais je prends ça comme un postulat, même si j'ai des arguments pour montrer que ça va au-delà d'un postulat. Deuxièmement, il y a une grande hétérogénéité des modalités de fonctionnement de chacune des filières culturelles historiques et des autres industries créatives. Là aussi, c'est un travail que j'ai essayé de faire. Je vous demande de me croire, mais évidemment, il y a des arguments. J'ai des arguments qui sont présentés par exemple dans le livre que nous publions, Philippe Bouquillon, Pierre Meglin et moi. Donc, l'intérêt, c'est de rechercher quelles sont les stratégies transversales, qu'est-ce qui s'est passé au cours des années récentes, et je vais mettre l'accent sur 4 grosses, importantes stratégies transversales. Alors, le premier point qu'il faut indiquer, c'est la question des articulations avec les industries de la communication. Et à ce sujet, on ne peut pas avoir une réponse unique, homogène, unifiée. Il y a des situations très variables selon qu'on a affaire aux fabricants de matériel, aux opérateurs de télécommunications et aux industriels du web, et en particulier aux grands industriels du web. Les fabricants de matériel, je prends le cas d'Apple, mais on pourrait parler d'autres, sont de plus en plus présents sur les marchés de la culture, de l'information et de la communication. Et Apple, c'est très clair, doit être tenu pour un prédateur vis-à-vis des contenus, non seulement parce qu'il se implique guère d'intervenir dans leur production, mais peut-être surtout parce que les accords qu'ils passent avec des éditeurs, des producteurs d'applications, qui sont disponibles en grand nombre, ces applications sur ces appareils, sont toujours aussi défavorables à ceux-ci. Il n'est pas le seul dans ce cas. Samsung, par exemple, est dans le même cas, mais c'est un cas exemplaire d'utilisation des applications, c'est-à-dire des contenus, de la part des fabricants de matériel. Les opérateurs de télécommunications avaient cherché, pendant une certaine période, à s'intéresser au contenu. Ils s'y intéressent plus directement que les fabricants de matériel. Mais pour eux, la période récente a été consacrée à la construction de réseaux à large bande, au détriment de la poursuite des initiatives qu'ils avaient prises dans le domaine de la production de contenu. Et ils se sont, par la mesure où ils étaient concurrencés sur les prix des prestations offertes, tous ces opérateurs de télécommunications ont été amenés centralement, de façon principale, à renforcer leur stratégie d'agrégateur de contenu sur des portails
et par leurs offres en triple play et même en quadruple play. Les opérateurs de télécommunications sont moins éloignés que les fabricants de matériel de la production de contenu et des industries de la culture et de l'information, mais ils ont eu d'autres préoccupations que je viens d'évoquer. Quant aux industriels du logiciel et du web, on ne peut pas avoir une réponse unique à leur sujet, mais très clairement, les industriels du logiciel, et en particulier des logiciels grand public, sont peu concernés par les questions que nous posons ici, Microsoft tout particulièrement. Leurs positions dominantes ont été contestées et pour l'appropriation des ressources publicitaires, ils sont très largement, dans la dernière période, à partir de la dernière période, concurrencés par les industriels du web, dont évidemment Google. J'en reparlerai de Google plus tard, mais c'est très clairement les industriels du web, et en particulier les grands industriels du web, qui ont fait une percée remarquable au cours de la période de référence auquel je fais allusion, et ce sont les grands gagnants de la période. Et avec les firmes qui proposent des plateformes d'accès payant à des contenus, et en mettant en avant des stratégies qui sont axées, sont centrées sur les formes collaboratives avec des amateurs, on a ici, on est en présence d'une des articulations premières auxquelles il faut être attentif et sensible pour l'avenir des productions industrialisées de contenu culturel et informationnel. Donc, de ce tableau nécessairement relatif, et j'en ai évidemment conscience, par trop synthétique, je tire 3 enseignements majeurs. Premier enseignement, la dépendance entre industrie du contenu et industrie de la communication s'est confortée et même renforcée. Il n'y a pas de raison que cela ne continue pas. C'est le phénomène majeur de la période. Deuxièmement, les industries de la communication sont elles-mêmes diverses. J'en ai donné une première approche. Ce n'est pas un ensemble unifié. Il n'y a pas de stratégie commune. Il y a même, je vais y revenir, une compétition très forte entre ces industriels de la communication. Et cependant, troisièmement, cette dépendance, cette domination stratégique qui s'est confirmée ne doivent pas être appréhendées comme un asservissement pour l'instant, parce que, disons, les industriels de la communication, les plus puissants d'entre eux, se sont très peu préoccupés des contenus et les ont délaissés, mais interviennent, comme je vais le montrer, à un stade clé de la chaîne de la valeur. La complexité des industries du contenu a sans doute empêché les industriels de la communication de prendre position dans la production, soit parce qu'ils entendent continuer à se comporter comme des prédateurs, soit parce qu'ils sont préoccupés par le maintien de la domination de leurs produits phares, soit parce que l'heure n'est pas à la consolidation, mais à l'avancée à tout prix, de façon à conserver leurs avantages compétitifs. En effet, le point clé pour tous ces industriels de la communication, c'est le fait qu'ils sont candidats à la répartition des ressources publicitaires, et étant candidats, ils sont concurrents. Et c'est la raison pour laquelle ils se positionnent dans la distribution-diffusion. Alors, le deuxième point, c'est la deuxième grande stratégie, c'est la domination de ces nouvelles majors, c'est Big Four, mais ou 5 ou 6, peu importe. Ce qui est très important, c'est leur puissance financière rapidement acquise,
puissance financière, par exemple, c'est le cas d'Apple, qui, selon les périodes récentes, en 2012, est le premier en termes de valorisation, ou le deuxième ou le troisième en termes de valorisation boursière. Mais qui dit, ce résultat doit être également interprété autrement. Ça veut dire que pour Apple, la valorisation boursière est centrale et explique en partie grandement non seulement sa politique de communication, mais sa stratégie industrielle. Facebook, vous le savez, a eu un moindre succès de ce point de vue-là, mais sa puissance financière est tout à fait réelle. Google est un cas à part, un cas sur lequel j'attire votre attention, tout simplement parce que Google, en réalité, a été l'initiateur d'une filière d'industrie de l'information. Google n'est pas seulement un réseau social, mais Google surtout a mis en place une industrie qui est celle de l'info, que j'appelle, c'est pas très original, celle de l'infomédiation ou de recherche d'information. Google, en fait, a créé à lui seul, ou quasiment à lui seul, une nouvelle filière, à côté des filières dont on a parlé hier, des jeux vidéo, nouvelle filière. Google est donc non seulement un industriel de la communication, mais un industriel du contenu, parce que ce contenu qu'il nous impose, ces myriades de propositions d'informations auxquelles on a accès par lui à l'issue des opérations que vous connaissez, finalement, est à l'origine de cette nouvelle filière. Troisième point sur lequel j'insiste, c'est que tous ces grands de la communication, auxquels bien sûr il faut ajouter Amazon, mais on a parlé d'Amazon hier, sont en compétition les uns avec les autres, et pour eux, la meilleure défense, c'est la contre-offensive. Le problème, troisième orientation, troisième stratégie transversale, c'est la question de l'intermédiation. Je pense qu'il faut, pour raisonner sur l'intermédiation, commencer par se positionner par rapport à deux grandes catégories d'analyse de l'intermédiation. Une première analyse qui est celle des sciences économiques et des sciences de gestion, et où, en fait, les gens qui travaillent sur ces questions-là ont été séduits par les TIC dans leur ensemble, dans la mesure où ces TIC permettaient de mettre l'accent sur l'information ascendante, c'est-à-dire faire en sorte que tous les intermédiaires qui allaient du produit jusqu'au consommateur soient remplacés par la demande que faisaient remonter les consommateurs. Autrement dit, il y a toute une série d'approches économiques et de gestion qui sont centralement qui sont centrées sur l'idée de collaboration du consommateur à l'accès à la production. Bon, et on peut montrer que cette vision est discutable. Et deuxièmement, je pense qu'il faut également se déprendre d'une approche très courante, qui est celle des travaux sociologiques et historiques sur les professions artistiques et l'évolution des produits culturels. Ces travaux ne sont pas inintéressants en soi, mais ils mettent l'accent sur les multiples catégories qui historiquement sont apparues dans les industries culturelles, dans chacune des industries culturelles, les multiples professions qui se sont développées. Bon, ça c'est une vision de l'intermédiation qui est, à mon avis, incomplète. Et je ferai 6 propositions pour positionner l'intermédiation. Première proposition, se sont adjoints à la chaîne de production-consommation régulièrement tout au long de l'histoire toute une série d'intermédiaires aux fonctions et aux statuts bien divers. Deuxièmement, la chaîne de formation de la valeur ne peut pas être réduite simplement à cette tripartie créateur, intermédiaire, consommateur. Elle est bien plus complexe aujourd'hui dans toutes les filières. Troisièmement, les différences sont marquantes entre sphère industrielle
et sphère marchande. Or, la plupart des travaux auxquels j'ai fait allusion, et en particulier les travaux sociologiques et historiques, ne font pas la différence entre la sphère marchande et la sphère industrielle. Quatrièmement, il y a des participants clés à ces différentes phases, de tout temps, sans qu'ils soient des gens qui ont ces tâches. Par exemple, chez les éditeurs, on l'a dit hier, et il n'est pas justifié, pas besoin de les appeler des intermédiateurs. Cinquièmement, de longue date, et c'est le point clé, la diffusion a été le lieu où s'est positionné le capital financier, au point de créer des goulets d'étranglement. Et ce sont ces acteurs-là, les grandes firmes qui dominent la diffusion jusqu'à maintenant dans toutes les filières d'industrie culturelle et informationnelle, c'est à ce niveau-là qu'une nouvelle intermédiation est en train de s'imposer. C'est eux qui sont les plus directement concernés et visés stratégiquement par les puissantes industries de la communication auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. Sixième point, quand on parle de technique de l'information et de la communication, en réalité, c'est d'information dont il faudrait parler, ou plutôt d'informationnalisation, ce terme barbare que Gaëtan Tremblay et moi avons proposé, mais c'est bien l'informationnalisation qui est la condition de cette nouvelle intermédiation. Les mutations dont on parle ne sont pas seulement des mutations technologiques, et ce qui est très important, c'est que les modèles de production-consommation des produits sont directement affectés par ce rôle des industries de la communication et cette remise en question de la diffusion-distribution classique, traditionnelle, qui en est la conséquence. Quatrième stratégie transversale, j'ai peu de temps pour terminer, mais j'en parle quand même. En fait, dans la période de référence auquel je me suis positionné, très peu de nouveaux contenus culturels et informationnels ont été proposés, développés, mis en place, demandés par les consommateurs. En réalité, la plupart des acteurs dont il est question se satisfont des contenus tels qu'ils sont, ou alors proposent, éditent des contenus qui sont d'une assez grande banalité. Il y a une quasi-absence d'innovation de ce point de vue-là en matière de contenu. La mutation rapide des techniques du marketing des produits culturels par le biais des sites et des forums aboutit, pour les produits les plus ciblés, à une industrialisation certaine, à une rationalisation de leur réputation. C'est une conclusion, c'est peut-être là où il faut focaliser, placer la focale. D'ailleurs, c'est une question qui a été envisagée par plusieurs des intervenants qui ont parlé de telle ou telle filière hier. Bon, voilà ce qui explique que pratiquement on retrouve sur nos tablettes ou sur les téléphones mobiles des produits qui sont transposés quasiment sans adaptation à partir des formats standards. Voici aussi pourquoi, finalement, les mêmes outils nous proposent des recettes de cuisine, de la météo, des quiz, des jeux, etc. Mais au niveau des produits culturels et de l'information elle-même, les mutations sont fort rares. Voilà pour aller à l'essentiel et pour ne pas outrepasser le temps proposé par le président de séance. Merci. Merci Bernard. Nous avons une petite période de 10 minutes d'échange. Quelles sont vos réactions, vos questions à ce que Bernard nous propose?
manqué d'inspiration ce matin. Oui, s'il vous plaît. Et c'est celui-ci à l'avant parce que les techniciens nous disent que l'idée du milieu de salle était plutôt mauvaise. Ça marche. Merci pour l'intervention. On avait le même postulat que vous concernant le côté prédation, mais en rencontrant dernièrement, par exemple, le responsable digital de chez Sony Music, on était surpris de voir à quel point pour eux c'était assez opportun de travailler justement avec iTunes, par exemple. Ils mettaient en évidence le côté flexible de l'outil pour changer de prix, pour tester de nouveaux artistes. Donc je voulais juste... nous aussi, c'est vrai qu'on était partis sur plutôt ce côté prédation, même si ça dépend des plateformes. Par exemple, avec Facebook, ils évoquaient plutôt des éléments pour retirer un petit peu leurs artistes de Facebook, pour promouvoir les pages artistes en dehors du réseau social. Donc je voulais juste vous faire part de cette... Oui, mais je n'ai pas dit autre chose. J'ai dit que, c'était les grandes firmes de la diffusion-distribution qui étaient les plus directement touchées. Et j'ai dit 2, les réseaux sociaux sont le moyen par lequel, aujourd'hui, la promotion de la plupart des produits sont faites. Mais j'ai dit une troisième chose, c'est la dépendance qui en résulte. Alors, sans doute, Sony ne peut pas faire autrement que de prendre cette voie, mais Sony risque d'être contraint par les stratégies des grands acteurs auxquels j'ai parlé. Autrement dit, ce qui me paraît un vrai problème stratégique, théorique et pratique, c'est l'organisation d'une diffusion-distribution moins centralisée qu'elle est en train de le faire. C'est par exemple, l'une des questions clés, c'est est-ce que des portails plus spécialisés, moins généralistes, vont réellement s'imposer ou pas. C'est des questions qu'on a envisagées hier à partir par exemple, à propos des produits éducatifs. Mais dans les produits de la musique, c'est la même chose. Voilà. C'est vrai qu'ils évoquaient aussi la maîtrise de données personnelles comme un point clé, justement, en fonction des plateformes. Certaines plateformes gardent vraiment la main mise sur les données personnelles et c'est là-dessus aussi qu'ils aimeraient agir et essayer de répartir les choses de manière plus équilibrée. Oui, parce qu'ils n'ont aucune mise sur ces données personnelles qui sont gérées par d'autres que... Oui. Merci beaucoup. Oui, on n'a pas besoin d'être présenté. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Bernard, avec peut-être une petite réserve et une suggestion. Je dis d'abord la petite réserve. Je pense que la focalisation sur les contenus, sur lesquels tu vas arriver à la fin, est peut-être moins importante qu'un intérêt qu'il faudrait porter à la transformation des modes d'accès. Et en particulier au fait que l'accès aux documents et la manière dont l'usager se sert du document est très modifiée par rapport à tout ce qu'on peut connaître par ailleurs, y compris par rapport aux pratiques de documentation. Et c'est là le point d'ailleurs important, parce que tu as à juste titre, je crois, que tu parles d'infomédiation, sauf que les infomédiaires traditionnels sont des gens qui ont un grand respect du document, pour lesquels le document a une valeur. Alors qu'en réalité, là, on est dans le picorage, dans le butinage, dans la lecture transversale. Autrement dit, on n'est pas forcément dans une transformation du contenu ontologique des documents, mais dans une transformation des pratiques d'accès à ce document, qui elle-même est en rupture par rapport aux pratiques documentaires traditionnelles. Ça, c'est ma réserve. Quant à la suggestion, je pense qu'un élément important maintenant va être de savoir quel est le mode de rémunération de ces intermédiateurs, disons. Et je pense qu'à travers cette question, on est amené nous-mêmes à réviser tout ce qu'on a pu penser sur les modes de rémunération des autres modèles socio-économiques. En particulier, il me semble que ce qui est caractéristique dans cette situation, c'est que ces acteurs n'ont pas un seul mode de rémunération, mais plusieurs
par la publicité, par la marchandisation des données, par des modes de financement à 2 ou 3 étages type freemium, etc. Autrement dit, la suggestion que je voudrais te faire, c'est de déconnecter peut-être plus radicalement encore l'identification des modèles et la nature des modes de financement et de rémunération de ces acteurs. Alors, deux remarques, deux réactions. La première, c'est que, bien évidemment, il faut inscrire cette évolution également par rapport à quelque chose qui a été mis en évidence depuis plus longtemps, qui est l'individualisation des pratiques d'information et de culture, l'individualisation des pratiques d'information et de culture, que les TIC, d'une façon générale, produisent, enfin, provoquent ou entraînent, qui sont entraînés à partir des TIC. Ce dont j'ai parlé, c'est une accentuation essentiellement à partir des réseaux sociaux. Bon, mais le phénomène majeur des 2 dernières décennies, c'est l'individualisation des pratiques. Et effectivement, tu as raison de souligner ce point. Le deuxième élément, c'est je n'ai pas fait allusion au changement des modèles. Enfin, c'est une question qui sera traitée demain, je pense, par l'occasion de la table ronde finale. Il faut quand même voir que les ressources des grandes firmes, des grands de l'information, de la communication, sont principalement des ressources d'origine publicitaire. C'est-à-dire que c'est à 97 ou 98% des ressources publicitaires. Bon, c'est un point. Et d'ailleurs, malgré cela, si on prend le cas de la France, mais dans d'autres pays européens, c'est la même chose, malgré cela, ça n'a pas complètement déstabilisé, j'allais dire, le marché des annonces publicitaires, puisque globalement, ça ne dépasse pas 10 à 12%. Bien entendu, la tendance va vers des données beaucoup plus importantes. N'empêche que Google, comme cet exemple, ou Facebook, c'est 97 à 99% de ressources d'origine publicitaire. Mais c'est vrai que si d'autres outils moins généralistes, moins mondialisés réussissent à trouver leur place, ils la trouveront en diversifiant les ressources. Ils ne peuvent absolument pas se centrer uniquement sur les ressources d'origine publicitaire. Il faut qu'ils trouvent d'autres ressources, y compris des ressources qui viennent du consommateur. Mais les ressources qui sont des ressources de promotion, enfin, etc. Ça, ou des ressources publiques. Certaines des mesures proposées par le rapport Lescure interviennent à ce niveau-là. En fait, ce sont des mesures dont l'objectif est de concurrencer les firmes, les industriels de la communication tels que je viens de le présenter. Le problème, c'est qu'en général, on met sur le même plan les industriels du web, les fabricants de matériel, les opérateurs de télécommunications. Je pense qu'il faut commencer à faire des distinctions parce qu'ils n'ont pas, leurs stratégies n'ont pas les mêmes conséquences sur les contenus culturels et informationnels. Bon, on n'a plus tout à fait de temps, alors allez-y, 1 minute en synthèse, puis Bernard pour répondre en synthèse également. Oui, Bernard, juste, est-ce que tu pourrais revenir sur l'idée que tu as évoquée en cours de route, que Google est une filière d'infomédiation en soi, en gardant à l'esprit ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il y a les modes d'organisation des filières traditionnelles n'ont pas disparu. Et j'ajouterais une autre chose, c'est que ces filières, elles ont non seulement pas disparu, mais qu'en plus, leur mode de diffusion continue à être pluriel. Elles ne passent pas que par Internet. Et puis une troisième chose qu'on a évoquée hier, c'est qu'en plus, elles s'appuient sur des formes d'échange qui, voilà, à Google, s'appuie sur et bénéficie des formes d'échange qui étaient constituées dans ces filières. Du coup, est-ce que tu pourrais la caractériser? C'est une filière de quel genre? Alors l'infomédiation, c'est très simple. Moi, comme d'autres, j'ai assisté aux tentatives des informaticiens documentaires de mettre en place de la recherche d'informations automatisées
autour des bibliothèques, puis plus largement. Et ce que ces scientifiques, ces informaticiens cherchaient à mettre en place, en fait, Google l'a réalisé. Autrement dit, Google a proposé un système qui permettait d'accéder à toute une série d'informations, alors que sans avoir à intervenir au niveau de la production du contenu. Et malgré cela, ce que propose Google, c'est une myriade de produits, d'informations, qui, à mon avis, constituent réellement une filière, au sens où on l'a défini hier. Bien entendu, on ne paye pas les produits, alors que pour les documents, les informaticiens documentaires ou spécialistes d'information automatique auxquels j'ai fait allusion, il y avait la recherche d'un modèle de production-consommation avec financement, etc. Voilà ce que je voulais, ce que je propose. Et je crois qu'il faut le prendre pour tel. Enfin, c'est une filière nouvelle. Alors bien entendu, il serait intéressant qu'il y ait d'autres, au sein de cette filière, qu'il y ait d'autres industriels qui proposent des produits plus, j'allais dire plus sophistiqués, plus élaborés, moins simplistes, moins globaux, etc. Voilà l'idée que je défends, mais c'est un produit nouveau. Merci. Nous passons aux intervenants suivants. Je crois que c'est Julie et Catherine qui vont parler. Et laquelle commence? C'est avec Philippe aussi. Monsieur le Président, tiens, si on peut avoir peut-être 25 minutes, comme on est 3, c'est un peu... Non, impossible. D'accord, on va essayer. On a mis un réveil pour se discipliner. C'est difficile à croire. C'est tout à fait grave. Est-ce que vous avez parlé? Oui, bien sûr. Okay. Oui, parce que je l'ai modifié. Le curseur apparaît là, mais pas sur... C'est ce que j'avais dit. Parce qu'en fait, il faut aller dans cette clé qui est là. Il faut aller dans Triangle. Voilà. Et là, c'est celui-ci. Voilà. Merci beaucoup. Et là, il faut se mettre sur... Vous notez mon libéralisme, je ne comptabilise pas ces minutes consacrées à la C'est pour ça qu'il est flexible par ailleurs. Vous avez la parole. Merci. Merci. Pour l'Inde, nous abordons les industries créatives, un terme en fait peu hésité sur place, avec une définition ouverte qui nous permet de travailler sur la transformation des réseaux artistiques. Aujourd'hui en Inde, on assiste au développement d'industries culturelles en lieu et place des innombrables artisanats localisés. Au cœur de notre recherche collective, intitulée « From Made in India to Design in India », nous avons étudié deux filières, le design et l'artisanat, étroitement liés historiquement dans leur transformation. L'artisanat en Inde est un secteur économique fondamental qui représente jusqu'à 150 millions de personnes. Le design, lui, est un secteur en expansion qui implique une nouvelle classe d'acteurs, de jeunes designers ou des créatifs urbains, perçus comme un des symboles de la croissance indienne. Suite à la libéralisation économique de 1991,
les manières indiennes de se définir et de vivre ensemble, au pays comme à l'étranger, ne sont plus les mêmes. À la suite du développement des industries de la communication et du basculement des classes moyennes dans la consommation de masse, l'imaginaire social se recompose autrement. Les industries culturelles et créatives peuvent donc apparaître à la fois comme le reflet et la cause de changements dans la société indienne. Mais peut-on se moderniser sans s'occidentaliser? C'est un des challenges de la modernité indienne que de se doter de ses propres références. Depuis l'indépendance, dans leurs discours, les intellectuels et les leaders ont investi les artisans d'une place centrale, très prestigieuse. Le projet national indien continue d'être travaillé de l'intérieur par son rapport à l'artisanat et aux cottage industries. Alors pour parenthèse, le mot industrie n'a pas ici le même sens que le mot français. On désigne historiquement par cottage industries une unité de création de produits maison, faits main ou sur mesure, par opposition aux produits de masse fabriqués en usine. Voici maintenant l'annonce de notre plan. Julie vous parlera de l'historique du lien entre artisanat et design, et puis elle enchaînera avec des questions de commercialisation. Ensuite, je reparlerai du designer comme travailleur créatif, et enfin, on donnera la parole à Philippe pour montrer en quoi cet exemple indien continue à enrichir la théorie critique des industries créatives. Alors donc tout d'abord cette historique du lien entre artisanat et design. Le statut de l'artisan en Inde est particulier, il est dans la catégorie des très basses castes, des scheduled castes, voire des intouchables. Ce statut a peu évolué par rapport au système jajmani il y a plusieurs siècles qui attribue à l'artisan une place de caste de service envers les plus hautes castes. Le constat était unanime sur le terrain quant au désintérêt de la nouvelle génération, les fils et les filles d'artisans, pour le travail de leurs aînés et leur choix, quand c'était possible, de pratique d'autres professions individualisées. La royauté et les Maharajas étaient sans doute les plus grands commissaires et consommateurs d'art, de sculpture et de design. Ils ont développé des techniques et des formes de créativité liées aux formes religieuses, mais aussi politiques et communicationnelles. On situe un âge d'or de l'artisanat à la période moghole qui durera du XVIe au XIXe siècle. À cette époque, le textile indien était d'un luxe inouï, il pénétrait les marchés européens. Il est intéressant de noter que les premières commandes de produits de luxe internationaux venaient des cours princières, tels les colliers de Cartier et les bagages de Louis Vuitton qui venaient de Baroda et de Jaipur. La rupture va commencer au tournant du XIXe siècle avec la période coloniale et le déclin du patronage, et on assiste alors à la chute de toute la production de produits artisanaux de luxe locaux, rejetés par l'élite indienne au profit des biens européens. Il y a alors une nouvelle organisation capitalistique du marché qui se traduit par une arrivée massive des produits manufacturés en Angleterre et l'imposition de protections tarifaires en Inde au profit des produits importés d'Angleterre. Au moment de l'indépendance, en 1947, l'artisanat est donc confronté à un environnement d'industrialisation rapide. L'artisan indien est certes un symbole puissant de la vie rurale et de la tradition, mais il est surtout un symptôme de l'exploitation capitaliste de la colonie indienne. Gandhi, dans ce contexte, va s'approprier la sémiotique de l'artisan. Par cette métaphore, il va remodeler le corps de la nation indienne malmenée dans la silhouette de l'artisan. Gandhi comprenait le vêtement comme une partie du nationalisme. Fabriquer un vêtement, c'est fabriquer un nationalisme. Il va donc rejeter le vêtement occidental et il va ainsi permettre aux masses de s'identifier avec lui à ces nouveaux habits du nationalisme en Kadi. Néanmoins, si Gandhi voulait rendre sa dignité à l'artisan, son action a surtout permis de réhabiliter l'artisanat et son action n'a rien eu de révolutionnaire pour les artisans eux-mêmes.
Ce qu'on appelle en Inde le revival de l'artisanat arrive surtout avec Nehru. Comme Gandhi, Nehru a le plan de faire revivre les villages pour qu'ils contribuent à la modernisation du pays. Le troisième plan étatique que Nehru va mettre en place pose en son cœur la question des cottage industries pour construire une politique économique qui donne au secteur artisanal une part centrale dans le développement. Dans les années 60, de nombreuses institutions culturelles vont être mises en place, dont certaines pour la réhabilitation des artisans et surtout pour projeter l'Inde et sa culture à l'étranger à travers les réseaux de coopération internationale. La focalisation de Gandhi sur les villages et la focalisation de Nehru sur l'international vont se répercuter dans une politique culturelle. Le traditionnel et le moderne, les arts populaires et les beaux-arts, les médias de masse et le travail artisanat, tout cela ensemble vont être pris en compte et vont contribuer au revival des arts de l'artisanat dans les années 80. Je vais maintenant vous parler de cette historique du design et de son rapport avec l'artisanat. Donc, toujours avec Nehru, va se mettre en place une politique pour le design comme véritable projet économique, social et politique au service du développement de l'Inde après cette indépendance. L'éducation au design moderne a été introduite donc par Nehru dans les années 60 comme une part de son nation building. Pour designer le monde moderne, il fallait donner une nouvelle jeunesse au small and cottage industry en lien avec les véritables besoins de la nation et en particulier en incluant un programme de développement scientifico-industriel. Pour ce faire, il faut noter ici le rôle central des échanges entre les États-Unis et l'Inde, au cœur de ce projet, via une fondation, la fondation Ford. Cela relevait pour les États-Unis d'un effort d'après-guerre pour influencer les économies des pays en développement comme l'Inde à travers le soft power que représentait le design. Un couple de designers que vous voyez ici, Charles Andre Eames, vont être missionnés par Nehru. Ils sont donc des designers américains et ils vont bâtir avec Nehru le projet d'enseignement du design. On leur doit la rédaction du très célèbre Indian Report et les conseils qui vont faire que progressivement le National Institute of Design va être inauguré en 1961 à Ahmedabad. Cet institut est toujours l'unique institut public de formation au design qui dépend du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il donne une large place à l'artisanat au sein de son programme d'enseignement. Le design aujourd'hui en Inde, on peut résumer ça par des ambitions immenses sans véritable moyens ni politique de soutien. Selon Lalit Das, professeur de design, je le cite, le nombre de designers par million d'habitants en Inde est 200 fois moindre que celui des pays développés. On compte environ 5000 designers en Inde aujourd'hui, alors qu'il en faudrait au minimum 10 000. Nous avons pu constater l'absence de politique publique réelle pour le design et ses modalités d'enseignement très faibles. Il n'existe que 3 grandes écoles de design en Inde, dont le NID dont je viens de vous parler. De manière paradoxale, donc, la plupart des designers indiens d'aujourd'hui ont fait leurs études à l'étranger, dans des écoles américaines ou européennes. Un designer nous explique « C'est ironique que l'Inde, qui possède une culture visuelle si vibrante et si populaire, produise un design graphique aussi peu inspirant. La raison en est que la plupart des programmes de design en Inde sont fondés sur l'enseignement du modèle occidental du design. Il n'y a donc pas de déconstruction. Le design, en plus et surtout, est convoqué dans les discours pour aider sur tous les plans. Malnutrition, analphabétisme, problèmes environnementaux, développement de population. Le design est un véritable catalyseur pour résoudre tous les problèmes de l'Inde. Cet accent mis sur le design au service de la société produit alors une tension entre d'une part un projet très large et d'autre part le fait qu'il y a si peu de designers et qu'ils soient si peu soutenus. Il faut alors pointer la différence principale entre le design et l'art contemporain en Inde. Le design n'a pas encore trouvé son système de patronage. C'est le patronage privé, en effet, qui a pu transformer l'art contemporain en Inde ces 20 dernières années, menant aux galeries, musées, collections et festivals. Et ce patronage organisé n'existe pas pour le design. C'est pourquoi se créent pour l'instant seulement des réseaux de jeunes designers à travers le pays, en mode, graphisme, textile et design de produits principalement, qui commencent à organiser des forums et des espaces de discussion pour penser les problèmes spécifiques au monde du design indien. Nous allons passer la seconde
partie, hein, pour faute de temps, et je vais laisser la parole à Catherine sur les portraits de designers en travailleurs créatifs. Alors, la question qu'on s'est posée, c'est le designer comme figure du travailleur créatif. Nous pouvons dire que du design au service du développement avec Nehru, on est passé aujourd'hui au design au service de l'indianité en souffrance. Au cœur de cette nouvelle économie de biens symboliques, la figure du designer pose le problème de l'expertise et de la singularisation du produit. Beaucoup de designers aspirent à évacuer cette réputation de kitsch qui stigmatise le produit créatif indien. En revanche, les arts de la rue, la valeur ajoutée du graphisme des alphabets qui sont divers et variés dans les 22 langues indiennes, et tout l'imaginaire lié à l'univers de la vie tribale qui continue d'exister en Inde, sont pris en compte dans la recherche d'un style de vie caractéristique. Dans cette approche, c'est sur la dimension artisanale qui incarne, aux yeux de tous, l'accès le plus direct à la culture indienne que repose pour le designer l'accès au marché et la recherche d'innovation. Dans une démarche entrepreneuriale, la collaboration avec l'artisan n'est certes pas la seule perspective, mais elle constitue un passage obligé. Alors, on a choisi une figure intéressante, Ishan Khosla, qui offre l'exemple d'un créateur qui pense le design graphique au-delà de sa manifestation visuelle. Il cherche à réconcilier la riche culture visuelle et le design actuel pour l'adapter aux besoins locaux. Certains de ses projets s'adressent aux classes pauvres, au public dit traditionnel et aux ruraux. Un de ses projets phares, par exemple, est mené en collaboration avec un groupe danois, Droog, et il est réalisé en plein cœur du grand bidonville de Bombay, qui est bien connu peut-être de vous sous le nom de Dharavi. Plutôt considéré aujourd'hui comme un vaste chantier de fabrication industrielle, oui, les habitants de Dharavi sont très susceptibles et ne veulent pas qu'on parle d'un slum à propos de leur habitation, mais plutôt d'un vaste chantier de fabrication culturelle. Donc, cette unité de production fait la preuve d'une économie informelle qui n'en est pas moins fortement structurée par un esprit de communauté. Dharavi est plus qu'un symbole dans la mesure où tout ce qui se consomme en Inde centrale et en Inde du Nord y atterrit en déchets. Dans ce contexte, notre designer utilise la notion d'improvisation, ou jugad, qui découle de la nécessité de survie et de la pénurie qui sont expérimentées par cette partie de la classe urbaine qui vit dans la pauvreté. Le mot jugad, ou encore système D, évoque le détournement des règles, détournement du système et des processus. Le designer décide d'oublier les notions de design dans lesquelles la forme suit la fonction au profit de cette notion spécifiquement indienne de jugad. Pour ce faire, il propose de travailler sur des concepts ou des produits qui, étant inconnus de tous, placent chacun sur un pied d'égalité. Tous les corps de métiers artisanaux qui sont présents au slum sont alors conviés à être associés. Et le bénéfice de cet échange est appréciable. Menant à une véritable démocratisation du design, il permet d'aboutir à un concept de co-création qui transcende les frontières internes et externes du design. Il abolit la notion de propriété intellectuelle et celle d'auteur. Plus encore, il libère le designer du fardeau d'avoir à être créatif. Il ouvre l'accès à de nouveaux matériaux, à de nouvelles méthodes, pour aboutir à une authenticité de l'objet. Au final, il peut ainsi prétendre à toucher une clientèle plus large. Alors, ai-je le temps d'un autre portrait? Non. Alors, je laisse la parole à Philippe. Non, mais vas-y, j'en ai pour 2 minutes. D'accord. Donc, vous avez droit à un autre portrait designer. Une autre illustration, c'est la marque Pleklan et son designer Himanshu Dogra.
Lui, il nous reçoit dans un studio sobre et spacieux du quartier de Mihar Chand Market à Delhi. Ce concept de play clan met l'indianité en avant, à la fois comme but à atteindre et comme moyen d'exister. Indian Memories in Memorabilia, puis Take India Home en sont les devises. Ici, la fabrication de l'objet se fait avant tout autour d'un lieu, par exemple une ville, et d'une histoire partagée. Fils de fonctionnaire des chemins de fer indiens, Himanshu Dogra a beaucoup voyagé en Inde même. Et c'est à Delhi qu'il s'est formé, et non pas par exemple au NID dont on vous a parlé. Sa petite unité emploie maintenant presque une centaine d'artisans. Se considérant comme un creative director, il explique que sa démarche, c'est le travail de tout un groupe. Les projets se font sans hâte, sans budget publicitaire, sans études de marché. Mais cela n'empêche pas de s'inspirer du marché. On crée des objets reliés à une ville indienne, à une histoire. On s'adapte à chaque localité. Notre plaisir est de fabriquer et de suivre un produit. On crée un prototype, on étudie la réaction sans se presser. Et il y a des réponses, puisque Playclan n'existe que depuis 4 ans, et déjà 8 branches de Playclan ont été fondées, dont 2 à Delhi. Merci. Alors, je vais intervenir très rapidement en reprenant certains des éléments que j'avais pu aborder hier, mais juste un point, je m'inspire d'expériences un peu différentes de celles qui viennent d'être évoquées, et plus particulièrement de cas que nous avons rencontrés dans le Gujarat, dans la région de Bhuj, donc dans des zones rurales, autour d'ONG qui, comme on l'a dit hier, occupaient une sorte de fonction centrale. Alors, si on veut essayer de comprendre ce que ces exemples peuvent apporter à des théories critiques des industries créatives, je crois qu'il faut rappeler les 3 tendances qui avaient été soulignées hier. Premièrement, l'idée d'identification des relations entre des activités différentes, ici design et artisanat, qui créent des interdépendances entre ces activités, l'unité de système. Deuxièmement, l'implication de travailleurs de la création, implication qui conduit à des modalités particulières d'organisation des filières. Donc ça crée des spécificités de ces filières d'industrie créative, mais par rapport aux autres activités, mais par ailleurs ça n'abolit pas les différences entre au sein des industries créatives. Et troisièmement, l'affirmation d'une vision normative de la culture à l'articulation entre culture au sens œuvre de l'esprit, culture au sens anthropologique et culture d'entreprise. Donc ces 3 tendances, on les voit vraiment à l'œuvre dans les cas que nous avons étudiés. Alors ici, dans la minute qui doit rester, je vous concentrerai sur une question, c'est la co-construction du produit et la co-construction, avec des guillemets, de l'artisan. Cette co-construction, on la voit d'une part au niveau de la rationalisation du travail, de tout le process, de la création à la valorisation, qui s'opère sous l'égide des ONG et via les techniques du design, dont on avait souligné hier qu'un des enjeux était d'éditorialiser les produits. Pour cela, il faut en effet former les travailleurs, les artisans, les encadrer. Voilà, ça c'est donc l'aspect éditorialisation du produit. Mais cet aspect, il est indissociable d'un autre sur lequel j'ai un peu plus assisté, qui est cette fois-ci la co-construction de la valeur symbolique et marchande des produits artisanaux d'un côté, et de l'autre, une figure d'artisan. En fait, on pourrait isoler 3 couples, à chaque fois de produits et d'artisans. Alors, je ne les ai pas indiqués sur le PowerPoint qui a été corrigé trop rapidement. Le premier couple, c'est finalement un produit qui devient universel face à un artisan qui bénéficie d'un empowerment. Il y a l'idée que grâce aux ONG et via le design, eh bien, les produits entrent dans le marché, et le marché est à la fois le vecteur d'une universalisation du produit qui quitte sa communauté, et il en est aussi la preuve. C'est le marché comme vecteur et le marché comme preuve. Et on nous a toujours présenté d'ailleurs ces communautés comme si elles vivaient à l'âge de la pierre, complètement en autarcie. Et grâce au designer, gens qui me troublent, ça me fait perdre du temps, c'est trop inutile. Grâce au designer, eh bien,
voilà, il y a une évolution vers une modernité. Deuxième couple, c'est le produit durable. Produit durable qui s'accompagne d'artisans dont les conditions de vie sont améliorées. L'idée du développement durable, c'est l'idée qu'on va, grâce au design, employer des matériaux dits organiques, et en même temps qu'on va améliorer les conditions de vie des artisans et de leur entourage. Le troisième couple, c'est le produit caritatif, face à l'artisan qui est aidé, mais que justement on maintient dans une position quelque part inférieure. Là, ça reprend quelque chose que Catherine avait isolé, c'était l'idée que les castes supérieures, autrefois, aidaient les artisans. Donc il y avait des relations d'aide des castes supérieures vers les artisans qui, évidemment, étaient des marqueurs des places de chacun. Et aujourd'hui, on retrouve ça. Le produit qui sort de ces ONG est un produit caritatif, mais en même temps, eh bien, il met en scène la domination sociale, aujourd'hui des membres de la classe moyenne face aux artisans. Alors, c'est un vecteur de distinction, les produits sont distinctifs, mais en même temps, cette forme de distinction passe par le maintien des artisans dans leur position de dominés, dont on ne veut surtout pas qu'ils sortent, parce que s'ils en sortaient, qu'il y avait plus d'argent, il n'y aurait plus d'artisanat, et la relation dominante-dominée disparaîtrait. Donc on voit ici que les logiques de l'empowerment n'ont rien à voir avec celles de l'émancipation. 21 minutes, 33 secondes. Le mauvais exemple. Bon, il nous reste quand même un petit 10 minutes pour s'interroger sur les propositions qu'on nous a faites. Des réactions, des questions. Il y a une prétention que vous avez annoncée au tout départ sur la base du matériel que vous venez d'exposer très rapidement, mais pas tout à fait assez pour suivre les règles. Vous en tirez un certain nombre de conclusions pour renouveler ou du moins alimenter la critique ce que moi j'appelle le synthèse, l'industrie créative. Pourriez-vous préciser un peu plus en quoi le matériel que vous venez de nous exposer renouvelle, ou du moins contribue à renouveler l'analyse ou la critique de l'idée de l'industrie créatrice? Bien, on a pu, à travers les exemples qu'on a étudiés, notamment les trois tendances que j'évoquais tout à l'heure, on les a vues vraiment à l'œuvre à travers les cas que nous avons pu analyser. Bien évidemment, ce qui est présenté ici, c'est plus des